Bonjour Monsieur Durand, Bonjour. vous êtes chercheur à l'INRAE au sein de l'UMR SAS. Vous travaillez sur la qualité de l'eau et les cycles biogéochimiques, notamment celui de l'azote. Nous aimerions vous poser quelques questions en lien avec votre domaine d'expertise concernant la transition agroécologique. Donc dans un premier temps, nous allons procéder à une présentation approfondie. Donc pourriez-vous nous présenter brièvement votre activité ainsi que l'UMR SAS ? Bien, donc d'abord l'UMR SAS peut-être, c'est donc un collectif de recherche d'une centaine de personnes à peu près qui travaillent très globalement sur les relations agriculture et environnement. Et donc c'est un collectif pluridisciplinaire, hein. Il y a des gens, il y a des pédologues, des hydrologues, des agronomes, etc. Et on travaille à la fois sur les impacts de l'agriculture sur l'environnement, ce qui est assez classique, mais aussi sur la notion de service écosystémique, et donc en quoi l'agriculture et notamment les nouvelles formes d'agriculture peuvent aussi aider à améliorer l'environnement et les services rendus par l'environnement à l'homme. Et moi plus particulièrement donc, mes activités, ça consiste essentiellement à étudier les transferts d'eau et d'éléments associés à l'eau dans les paysages, et notamment les paysages agricoles, à travers donc de l'analyse de données, mais surtout beaucoup de modélisation. Nous avons noté justement que vous travaillez actuellement sur le projet Mars TNT. Pourriez-vous nous décrire en quoi il consiste ? Alors le projet Mars TNT, c'est un projet qui s'insère dans ce qu'on appelle le plan de lutte contre les algues vertes. Et donc c'est un projet qui vise à mieux comprendre les relations entre les activités agricoles, le fonctionnement des bassins versants qui alimentent les baies soumises aux marées vertes, et puis le fonctionnement écologique de ces baies. Donc ça consiste à coupler différents modèles, en particulier un modèle qui simule les transferts d'eau et de nutriments dans les bassins versants, et un modèle qui simule le développement des algues et des autres espèces présentes dans la partie littorale. Et on fait ça en fait pour essayer de mieux préciser comment des changements agricoles peuvent permettre d'améliorer la qualité de ces zones littorales, en particulier de diminuer la fréquence et l'importance de ces marées vertes. Parce qu'on considère en particulier qu'il y a des phénomènes qui peuvent être synergiques, qui peuvent agir dans le même sens à la fois sur les bassins versants et sur le fonctionnement des algues, mais il y a aussi des phénomènes qui peuvent, certains processus qui peuvent être antagoniques, c'est-à-dire favoriser la perte de nutriments au niveau des bassins versants, mais aussi défavoriser la croissance des algues. Et donc entre les deux, on pense arriver à mieux cibler quels seraient les objectifs à atteindre en termes de qualité d'eau pour avoir moins d'algues vertes et surtout moins fréquentes et moins importantes. Et donc, justement, comment vos recherches, notamment ce projet Mars TNT, comment sont-ils financés ? Alors, ce projet particulièrement, c'est très simple, il est financé par le plan Algues Vertes, qui est en fait un financement étatique, dans ce qu'on appelle les programmes d'intervention territoriaux de l'État, donc c'est une subvention de l'État. Et la plupart de mes recherches sont sur financement public, que ce soit donc des financements régionaux ou nationaux ciblés opérationnels, ou des financements de recherche plus généraux comme les appels d'offres ANR ou des choses comme ça. Donc maintenant, nous allons passer justement à la partie transition agroécologique. Donc vous avez déjà donné quelques réponses aux questions qu'on va vous poser. Donc plus particulièrement, quelles sont les principales sources de polluants azotés et leurs impacts sur les bassins versants, notamment sur la pollution sur les sites de production conchylicole ? Alors ça, c'est une vaste question. Bon, très globalement, vous savez probablement que l'azote, c'est un des éléments majeurs qui limite la croissance des plantes sur Terre, en particulier dans la partie terrestre. Et donc, la production agricole est très dépendante des apports d'azote qu'on lui fait.
Et ces apports d'azote, ils sont essentiellement sous 3 formes, des apports d'engrais minéraux, des apports d'engrais organiques, qui sont en fait à l'origine des apports de protéines végétales apportées aux animaux et qui donnent ensuite des effluents d'élevage. Et la troisième source, c'est la fixation symbiotique par les légumineuses. Donc toutes les plantes qui permettent, en association avec certaines bactéries, de capter l'azote de l'air pour le fixer. Et donc, toutes ces entrées d'azote arrivent dans le sol où elles sont soumises à des tas de processus biologiques, biogéochimiques, etc., qui entrent en compétition les uns avec les autres. Et en fait, les pertes d'azote résultent de la compétition entre ces processus qui vont générer des émissions vers l'atmosphère, des gaz à effet de serre, de l'ammoniac, ou des émissions vers l'eau à travers le lessivage de nitrates. Et donc, voilà, l'agriculture, elle a besoin de cet azote pour faire pousser les plantes. Elle a tendance à en mettre un peu trop ou un peu trop souvent pour assurer ses arrières, et ça génère des pertes. Il y a un célèbre spécialiste de l'azote qui a imagé ça sous la forme d'un tuyau percé. En fait, on injecte de l'azote d'un côté, on veut récupérer de l'azote sous forme de plantes cultivées de l'autre côté, mais entre les deux, ça perd de l'azote sous plein de formes différentes. Et donc cet azote, justement, se retrouve dans les bassins versants. Alors, elle se retrouve dans l'air, elle se retrouve dans l'eau, essentiellement. Et donc, pour ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est ce qui se retrouve dans l'eau. Il se retrouve dans l'eau essentiellement sous forme de nitrate, pas seulement, mais bon, en particulier en Bretagne, à peu près 90% sous forme de nitrate. Et ce nitrate, c'est un nutriment qui va être disponible pour des tas d'organismes qui se trouvent dans l'eau, et en particulier des organismes opportunistes qui vont utiliser cet azote mieux que d'autres organismes. C'est le cas en particulier des algues vertes en Bretagne, mais c'est aussi le cas de pas mal de micro-algues qui peuvent être toxiques dans d'autres types de milieux, etc. Et donc ça, c'est combiné avec des apports d'azote, des apports de phosphore pardon, qui sont aussi relativement importants, ça donne le phénomène d'eutrophisation. Eutrophisation, c'est une sorte d'indigestion, d'obésité des milieux, des écosystèmes. Ils ont trop de nutriments disponibles et donc ils se développent de façon anarchique. Ils développent de façon anarchique certaines espèces qui donc en profitent pour proliférer. D'accord. Et donc rapidement, selon vous, quelles seraient les mesures phares à mettre en œuvre dans l'agriculture pour réduire la pollution dans les bassins versants? Alors, historiquement, la première mesure qui a été mise en œuvre et qui était nécessaire, c'est de faire en sorte que cet azote qu'on apporte, que l'agriculture apporte, soit mieux géré et apporté à meilleur escient. Pendant longtemps, on a apporté beaucoup trop d'azote parce que, en particulier en Bretagne, comme on avait beaucoup d'effluents d'élevage, on apportait ces effluents d'élevage plus pour s'en débarrasser que pour fertiliser les champs. Depuis une vingtaine d'années, maintenant, il y a obligation de calculer de façon plus juste la fertilisation qu'on apporte et donc les quantités d'azote qu'on apporte aux végétaux. Donc ça, c'était le premier type de mesure qui a permis de faire des gros progrès en matière de pollution azotée. En Bretagne, on a diminué de plus de 40% la concentration moyenne en nitrate dans les eaux. Mais pour le phénomène d'eutrophisation, et en particulier de l'eutrophisation littorale, ce n'est pas suffisant. Il faut descendre beaucoup plus bas. Et donc là, on est obligé de changer plus profondément les systèmes agricoles, parce que les systèmes agricoles tels qu'ils sont développés en Bretagne, qui sont basés sur un mélange d'élevage intensif et de rotation culturale, qui ont tendance à perdre beaucoup d'azote, donc avoir des gros trous dans le tuyau. Donc on va être obligé de passer à des systèmes qui sont beaucoup plus efficaces, avec des trous beaucoup plus petits dans le tuyau. Et ça implique des changements très importants dans les systèmes agricoles, des changements qui vont vers la transition agroécologique, comme on le dit, où on va utiliser moins d'intrants, mais on va favoriser tout ce qui est mécanisme qui va permettre de stocker et de restituer cet azote de façon
plus adapté et plus au compte-gouttes pour les gestions. Ce qui est très compliqué d'un point de vue technique, mais aussi très compliqué d'un point de vue socio-économique, parce que ça implique de changer pas mal les systèmes actuels, qui sont déjà dans des situations pas forcément faciles, avec pas beaucoup de latitude pour changer. Donc voilà, il y a pas mal de boulot à faire à ce niveau-là. Et on n'a pas toutes les solutions comme ça à sortir. C'est des solutions qui sont à inventer avec les agriculteurs. D'accord. En tout cas, merci pour vos explications sur l'intérêt de vos recherches et les leviers d'action contre cette pollution azotée dans les bassins versants. Nous vous remercions également pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à vous.